Après avoir œuvré dans le monde de l'édition, puis dans celui de la fonction publique, Denis Vaugeois est élu député de Trois-Rivières dans le premier gouvernement péquiste en 1976. Au cœur des nombreuses réformes mises de l'avant par le gouvernement de René Lévesque, il participe activement à la préparation du référendum de 1980. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Vaugeois. Bonjour. Bienvenue au Mémoire des députés. Vous avez dit que le rôle d'un député ministériel, à votre avis, est de contrôler le gouvernement. Mais on revient à votre rapport sur le rôle des députés, les limites de leur pouvoir. Comment voyez-vous la relation entre le législatif et l'exécutif? Là, ça prendrait une émission juste là-dessus. Hein. Oui. Pour moi, c'est grave. C'est très grave. Le pouvoir que le bureau du premier ministre a maintenant, honnêtement, c'est inacceptable. C'est malsain. On l'a vu avec Harper à Ottawa. C'est malsain. Et le danger nous guette ici à Québec. À un moment donné, moi, je disais, le président de la Chambre, le président de la Chambre, c'est le législatif. Le législatif est là face à l'exécutif. Alors, celui qui est le maître du législatif, il faudrait qu'il y ait un minimum d'indépendance. Hein? Or, dans notre tradition, il est nommé par le premier ministre. Le premier ministre mène celui qui contrôle ceux qui doivent le contrôler. C'est pas possible. C'est pas possible. Et les fois où on a eu des accrocs à ça, les premiers ministres, quels qu'ils soient, c'était Jean Charest, c'était Lucien Bouchard, ils ne l'ont pas accepté. Quand Gendron a été nommé président de la Chambre, par exemple, par un vote secret, Jean Charest a piqué une crise. Rendez-vous compte? Le premier ministre avait perdu le privilège de nommer son chien de garde. C'est pas possible, là. Alors, le Parlement a été dépouillé de ses responsabilités. Alors, moi, j'ai proposé un certain nombre de choses, des commissions parlementaires spécialisées dans des secteurs, dans une commission des lois. Et quand un projet de loi a été préparé par l'exécutif, il le soumet au législatif. Et les députés sont des niaiseux. Les députés sont capables d'examiner le projet de loi et on peut leur donner des experts, comme l'exécutif a des experts, après tout. Il faut que ce soit expert contre expert. Mettons que les ministres et les députés ne peuvent pas tout savoir. Les ministres, ils ne préparent pas ça d'eux-mêmes. Ils ont des gens qui les aident. On peut avoir de l'aide pour les députés aussi. En France, les ministres ne sont pas dans les commissions des lois. La commission des lois est l'affaire des députés, avec des experts qui sont à leur disposition. Alors moi, donc, je voyais une commission des lois comme ça. Je voulais aussi des commissions d'initiative parlementaire. Alors, on l'a obtenu. Oui. Sauf que pour avoir une commission d'initiative parlementaire, il faut l'accord unanime de tous les députés. C'est-à-dire que les députés ministériels, ils attendent les directives du bureau du premier ministre. Vous rendez-vous compte, là? Et si jamais un député n'obéit pas aux directives du premier ministre, il peut faire son deuil d'un certain nombre de choses. Hein? Vous devinez ce que je veux dire. Ah non, c'est inadmissible. On a eu quand même des commissions parlementaires d'initiative qui ont réussi à je pense sur la fin de vie, je pense que c'est un exemple. Mais ça, il faudrait multiplier ça. Un pouvoir d'enquête, que les commissions parlementaires puissent avoir un pouvoir d'enquête. On ne se rendrait pas là où on s'est rendu. Parce qu'on est informé quand on est député, plein d'informations qui nous viennent, mais on n'a pas de pouvoir pour réagir. Alors imaginez les députés qui ont le pouvoir de faire des enquêtes. Ah, écoutez, on pourrait révolutionner le Parlement. On pourrait rendre ça intéressant. Et les gens pourraient se bousculer vraiment pour rentrer là-dedans puis mener un combat. Puis ce qui nous paralyse aussi, c'est la ligne de parti. Regardez sur l'amphithéâtre. Ça, c'est le pire exemple. Mme Marois, qui décide qu'elle impose un vote sur l'affaire de l'amphithéâtre. C'est pas dans le programme du parti, ça, l'amphithéâtre. S'il y a une question où les députés du PQ auraient pu avoir une certaine liberté, êtes-vous d'accord avec moi? Hein? C'est un bon exemple. Non, elle dit non. Sur l'amphithéâtre, le parti vote comme ça. Et c'est là que Curzi, Baudouin, Mme Lapointe vont rejoindre le sang qui était déjà parti.
Mais qui a raison dans cette affaire-là? C'est les députés. Mme Marois a fait une erreur incroyable. Est-ce que c'est plus difficile pour les députés ministériels ou pour les députés de l'opposition? Est-ce qu'en l'opposition, on a plus de liberté, on a plus de... Oui, mais il faut que tu fasses attention, parce que si tu prends trop de liberté, Oh ouais. tu vas passer à la caisse à un moment donné. Donc, c'est le même jeu, mais ça paraît pire quand tu es ministériel. C'est pire. Voyez-vous de l'espoir pour ça? Hey, je l'adore, cette question-là. Je l'adore, mais ça me laisse bouche bée. Parce que je voudrais répondre, oui, il y a de l'espoir, mais ça prend des crises pour faire évoluer. Et je vais souhaiter une crise pour faire évoluer les choses. Mais il y a eu quand même une certaine évolution. Il y a eu une certaine évolution. Vous dites que vous avez dit que vous étiez prêt à faire une autre campagne en 85, mais finalement, vous avez décidé de démissionner. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, j'ai dû dire pas mal de choses, finalement. J'ai dit aussi que quand j'ai plongé en politique, j'y allais pour 2 mandats. 2 mandats normaux, là, de 4 ans à peu près. Rendu en janvier 85, je n'avais pas en tête faire 2 mandats, point. C'est que, normalement, on était entraîné à faire face à l'élection qui s'en venait. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a eu le mouvement des orthodoxes. Et le cas des orthodoxes, sont une douzaine à peu près à démissionner. Moi, je prétends que chacun avait une raison. Il n'y avait pas une raison pour les 12. Il y avait quelque chose de commun aux 12, là. Malaise par rapport aux options, l'orientation de M. Lévesque. Et moi, j'étais d'accord avec ça. Mais de là à avoir l'espèce de fronde qui s'est organisée contre M. Lévesque, je n'ai pas voulu embarquer là-dedans. Et donc, je n'ai pas voulu démissionner avec ce groupe-là. Et là, j'ai préféré attendre au mois de janvier le congrès pour voir quelle orientation ça prendrait. Et quand j'ai vu l'orientation que prenait le congrès, là, je me suis dit non, moi, j'ai fait mon temps. Je faisais mon bilan dans mon comté. Tout ce que j'avais eu comme objectif dans mon comté, je croyais avoir atteint. Il y a des dossiers qui n'étaient pas réglés, mais qui étaient sur le point de l'être. Tout était bien engagé. Donc, je me sentais libre de partir. En quittant, vous avez qualifié votre vie politique de 9 ans de pénitencier au Parlement. Est-ce que vous regrettez les 9 ans ou quelle sorte de pénitencier que c'était, là? Ah, on peut apprendre même dans un pénitencier. Oui, c'est vrai que je dis ça des fois. Puis c'est pour un peu surprendre les gens, parce que les gens ne savent pas trop qu'est-ce que tu as fait dans la vie, là. Alors moi, je dis, ben, j'ai 9 ans de pénitencier. Fait que là, les gens, je sais ça, tu fais de la prison. Alors ça déclenche, je crée un peu d'intérêt avec ça. La première année, je l'ai trouvé difficile comme simple député. Mais après ça, au cabinet, je suis très, très, très content du bilan que je peux faire. On a parlé de la loi du livre, des bibliothèques. On aurait pu parler, par exemple, du côté de la rénovation. Je suis intervenu à la Place Royale. J'ai corrigé le tir. À la demande de M. Lévesque, d'ailleurs, j'ai corrigé le tir. J'ai eu de l'influence sur le livre blanc de M. Lorrain. Très peu, mais quand même assez. J'ai introduit un peu, davantage, une dimension économique dans ce discours-là. Parce que pour moi, il y a une interaction entre le politique, l'économique et le culturel. Il ne faut pas perdre ça de vue. Donc, je suis fier. Je suis fier de ce bilan-là, mais j'ai commencé une autre vie après. Et on en parle là, parce que vous êtes retourné à l'histoire, l'édition, c'est une vie assez riche et active, merci. Mais en premier lieu, je voudrais parler de la fondation de Septentrion et surtout de la philosophie de cette maison d'édition. Ben oui. Faut que je calcule, là. On est en 85 quand je quitte la politique, donc j'ai 50 ans. Bon, la vie n'est pas finie à 50 ans, même s'il y a des pompiers qui apprennent la retraite à cet âge-là. Donc, j'appelle l'allié, me récupère en quelque sorte et m'invite à aller m'héberger dans son bureau ici à Place Royale. Et puis là, je suis... j'ai rien devant moi. J'ai pas de plan de carrière. Un bon jour, l'allié se fait proposer un poste dans une maison d'édition de Montréal. C'est un chasseur de tête qui lui propose. Moi, il me dit, l'allié dit, moi, ça ne m'intéresse pas, mais Vaugeois, ça pourrait lui convenir. Alors, finalement, je passe. Je deviens éditeur au CEC, c'est le job en or.
C'est une grosse maison d'édition. Et là, je renoue avec le monde de l'édition, un peu avec le monde scolaire. Je gagne un énorme salaire. Là, je me refais financièrement. Là, je retourne vers mes amours du côté de l'immobilier, de l'aménagement. Et là, je fais quelques acquisitions parce que je ne veux pas rester au CEC trop longtemps, pas me gâter. Et puis, mon idée, c'est ou de retourner au Boréal ou de créer un deuxième Boréal. Finalement, je vais créer un deuxième Boréal. Mais entre-temps, je vais assurer une espèce d'aisance, bon, aisance, le mot est trop fort, mais en tout cas, appelons ça d'aisance financière pour pas me sentir obligé là, de gagner, si vous voulez. Donc, les investissements que j'avais faits dans l'immobilier étaient corrects, correspondaient à ma philosophie. Ça, c'est quelque chose que je connaissais. Je ne me suis pas trompé. Mais ça me donnait la liberté de créer la maison d'édition qui n'avait pas besoin de gagner de l'argent pour subsister. Je l'ai logé dans mes bureaux, je l'ai équipé avec mes propres deniers, etc. Donc, pour moi, c'est une maison d'édition qui était indépendante. Indépendante et quand même axée sur l'histoire, mais pas uniquement, sur la fiction aussi. Je donnais une chance aux gens qui écrivaient un premier roman. Je savais que c'était très difficile de trouver un éditeur pour un premier roman. Donc là, ma maison d'édition acceptait de prendre des manuscrits qui étaient des premiers romans. Donc, j'ai édité pendant les premières années les premiers romans et ainsi de suite. Et la maison s'est développée. Écoutez, aujourd'hui, la maison a 700 ou 800 titres au catalogue. Et dans une année, mettons qu'on fait 30 ou 35 titres, je sais d'avance qu'avec 20 titres ou 25 titres, je ne ferai pas d'argent, je vais certainement en perdre. Mais moi, mon calcul, c'est que j'ai quelques bons titres qui vont faire la différence et qui vont me permettre d'équilibrer mes budgets. Parce que je ne veux pas vivre au crachet de la société. Là. Je veux un certain équilibre financier. Et la maison existe depuis plus de 25 ans. Et puis, elle a compté sur cette lancée-là. Et on a gagné plein de prix par nos livres qui sont bien faits. Parce que, voyez-vous, on a un débat aujourd'hui sur le numérique et le livre papier. Mais quand le livre papier est bien fait, il résiste. Et d'ailleurs, actuellement, on observe que même pas très bien fait, le livre papier résiste quand même. Mais chez nous, donc, on a mis ensemble le fruit de plusieurs expériences pour arriver à une production qui est intéressante. Vous avez notamment dirigé l'édition d'un livre vraiment magnifique sur Champlain. Mais vous dites que le livre que vous qualifiez de votre plus personnel, en fait, le fil conducteur de votre existence presque, c'est sur les premiers Juifs d'Amérique. Comme vous avez dit déjà il y a quelques minutes que l'histoire des Juifs vous a fasciné toujours, mais pourquoi les premiers de l'Amérique? Je voudrais revenir sur Champlain d'abord, ou encore on y revient après, OK? On peut y revenir après parce que j'ai des choses à vous raconter d'inédites sur Champlain. C'est que dans mes débuts de carrière au séminaire de Trois-Rivières, je suis mis en contact avec les richesses des archives. Et la famille Hart s'est établie Aaron Hart, qui est officiellement le premier Juif à s'installer au Canada. Donc, s'est installé à Trois-Rivières, puis il va se marier, il va élever sa famille à Trois-Rivières. Et sur 3 générations, la famille reste présente dans la région ou autour. Et les papiers ont été conservés. Et Monsieur Tessier, qui était très important pour moi, et dans le cas du Boréal, entre autres, du Journal Boréal, m'avait convaincu de m'intéresser aux papiers de la famille Hart. On est en 59, à ce moment-là, c'est le centenaire ou le bicentenaire de l'arrivée des premiers Juifs. Et M. Tessier voudrait bien qu'il se passe quelque chose. Donc, il me fait écrire au Congrès juif pour sensibiliser le Congrès juif, puis même demander une bourse. Et j'ose demander une bourse. M. Bronfman me répond pour me dire « Combien voulez-vous? » Et moi, le cave, je dis « Je fais mes calculs. Comme mes dépenses, c'est d'aller à Montréal une fois de temps en temps, je dis 200 $. Alors, j'ai eu mes 200 $. J'ai toujours regretté de ne pas avoir su demander. D'ailleurs, je n'ai jamais demandé d'autres bourses. Et donc, ça a commencé comme ça. Et là le dictionnaire biographique du Canada m'a demandé de faire la biographie d'Aaron Hart. Alors, j'ai fait la biographie, le député de Trois-Rivières, Ézéchiel. Puis là, on me demandait toujours des articles. Les Américains avaient découvert par mes articles l'existence du fonds, donc ils venaient faire leur tour. Il y avait un rabbin de Cincinnati qui venait à Trois-Rivières, puis en tout cas, et quand j'allais là-bas, il m'hébergeait chez lui. Donc, j'ai créé tout un réseau avec la communauté juive au sens large, là, en Amérique, et donc à Montréal en particulier. Alors là, j'ai décidé d'écrire sur un ton personnel et en même temps de me raconter.
Parce que j'avais le sentiment que la famille Hart, Aaron Hart, puis sa femme Dorothée, puis ses enfants, leurs enfants, c'était ma famille. Avec cette famille pendant 50 ans. Et par cette famille, j'ai pénétré un peu la communauté juive. Et puis pour moi, le livre que j'ai fait, c'est celui qui pour moi est le plus important parce qu'il est personnel à tout point de vue. Et je l'ai fait avec tout ce que je sais faire. Donc c'est un beau livre. C'est un beau livre sur un ton personnel et 3 siècles. C'est une famille qui appartient à l'Amérique. Comme souvent, c'est le cas des Juifs, d'appartenir à l'Amérique. Est-ce qu'on revient sur Champlain? Oui. Un bonjour, je suis dans ma maison, en train de travailler. Quand le téléphone sonne, c'est Gilles Duguay qui est en poste à Paris, à l'ambassade. Il me dit, je vais te parler. Je dis, ça veut-tu dire que tu me fais un billet d'avion pour aller à Paris? Alors finalement, ça se termine qu'ils ont de l'argent pour souligner la naissance d'Amérique française en 2004. Et leur idée, c'est de faire un beau livre sur Champlain. Ça, c'est l'ambassade du Canada, puis c'est les affaires extérieures à Ottawa, là. Moi, vous savez qui je suis, là. Donc, c'est à moi qui s'adresse. Mais je suis aussi éditeur, puis ils me respectent comme éditeur. Donc, je dis oui, ça m'intéresse. Maintenant, il faut réunir des experts d'un peu partout, commencer par un grand colloque, on te finance. Alors, j'organise un grand colloque, on me finance, et là, ça débouche sur un livre. Là, je dis maintenant, je veux ma liberté, moi. Donc, vous ne pouvez pas vous mêler de mon contenu. Mais si vous voulez m'aider jusque-là, vous allez m'acheter des livres. J'ai dit, je vais faire les livres à mon goût, mais sans connaître le contenu, vous me passez une commande. Alors, j'ai eu une commande. Mais savez-vous d'où venait l'argent qui m'a servi pour le colloque et pour l'achat en question? L'argent venait des commandites. Là, je pourrais continuer là-dessus parce que derrière tout ça, il y a une entente Chirac-Chrétien. Et parce que les autres, ils avaient décidé de devancer le Québec parce qu'ils voyaient venir 2008. Puis ils disaient 2008, ça va être un temps fort. Et là, ça peut relancer le mouvement indépendantiste et la ferveur nationaliste. Et c'est beau quand même de voir un peu loin comme ça. Et parce qu'ils avaient été chaudés, les autres, par le référendum. Et Chrétien avait pris sa leçon. Hein? Alors donc, Chirac et Chrétien avaient fait une entente dans le sens de ce que je viens de dire. Et donc, moi, je faisais partie, ils m'ont utilisé, j'ai fait partie de l'instrument pour faire le grand show, le grand spectacle en 2004, pour faire en sorte qu'en 2008, c'était réglé. Ça avait été fait en 2004. Je pourrais continuer là-dessus, là, parce qu'il y a bien des incidents autour de ça. Mais un jour, parce que je voyais bien qu'il y avait de l'argent. Et là j'ai découvert d'où venait l'argent. Et je peux vous dire qu'à l'ambassade du Canada à Paris, toutes les traces de ce qui entoure ce que je vous raconte ont été nettoyées en l'espace de quelques heures. Et ma collègue en monde italien a perdu son poste. Oh. Elle avait été payée par l'argent des commandites, cette chère Raymond. Mais reste qu'on a fait tout de façon indépendante. Là. On n'a pas été tenu par la main, on a fait ce qu'on voulait. Mais j'étais très frustré, par exemple, en 2008, parce qu'en 2008, c'était le temps fort là, pour moi. On m'a dit non, ça a été réglé en 2004. Oh. Quand j'ai fait La mesure d'un continent, qui est mon livre le plus important, avec Raymond l'Italien encore, puis Palomino, on n'a pas eu d'aide nulle part. Les portes se fermaient. Et ici, pour Québec, par exemple, aucune aide. La question d'histoire avait été réglée en 2004. Il n'y avait plus d'argent. Et les fédéraux contrôlaient. J'aime mieux pas donner de nom, là, parce que c'est des gens qui sont encore présents, mais donc c'était verrouillé. C'était verrouillé. Et je pense à Jean-Claude Labrec, par exemple, qui a fait un film sur Champlain. Pas d'argent. Avec un peu de recul, j'aimerais parler de l'évolution de certaines de vos préoccupations. On a déjà parlé un peu de le rôle et les pouvoirs des députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que j'ai manqué quelque chose là-dedans ou est-ce qu'on a tout dit ce que vous vouliez dire là-dessus? Là? Ah, écoutez, non, on n'a pas tout dit. On ne pourra pas en dire beaucoup plus maintenant. Mais si tout ça, ça pouvait être une étincelle qui rallume. Avec Harper, moi, je pense qu'on était rendu à la limite du non-fonctionnement du parlementarisme, du mépris du matériel, du mépris aussi de la haute fonction publique. Ça va jusque-là. Ici, à Québec, on n'en est pas là. Mais notre parlementarisme, notre Parlement, c'est-à-dire, a besoin d'un coup de fouet. Et puis, il faut que le premier ministre, avec son cabinet, son bureau, se rende plus vulnérable, qu'on puisse l'atteindre, qu'on puisse l'ébranler, qu'on puisse l'amener à douter et d'écouter ceux qui ont été élus. Hein? Ils ont été élus justement pour faire entendre et porter le message de la population.
Autrement, c'est extrêmement malsain et les gens perdent confiance. Donc, il faut redémarrer, il faut redémarrer. Il faut que dans les écoles, que les cours d'histoire redeviennent importants. Et sur le cours d'histoire secondaire au cégep, là, Oui. est-ce que la dernière mouture de réforme de l'histoire, me semble que c'est... Où est-ce qu'elle est rendue, là? C'est... Bien, c'est-à-dire, je crois que la dernière mouture, je pense qu'elle est bonne. Elle est bonne. C'est le résultat d'un ensemble de compromis. Par exemple, on était en face de l'histoire événementielle, l'histoire récit, puis l'histoire sociale. Bon, puis on était... En tout cas, là, actuellement, je pense que le programme rééquilibre les choses. Coupe, sur une première année, il coupe en 1840, mais c'est une histoire qui intègre l'histoire sociale dans l'histoire événementielle, et la même chose pour la suite. Mais dans le cas des cégeps, c'est encore le vide. C'est encore le vide. Vous avez passé des années à étudier et à parler de l'histoire du Québec. Comment voyez-vous son avenir? Je suis un indépendantiste. Et pour moi, l'idéal, le rêve, l'idéal, ce serait l'indépendance du Québec. Puis ce serait formidable pour tout le monde, pour le reste du Canada aussi. Parce que là, ils pourraient faire comme ils aiment faire, puis nous autres, on ferait comme on aime faire, puis après, on serait quand même ensemble. On serait quand même au moins voisins, ça, c'est certain. Mais le reste du Canada a peut-être des modèles d'aménagement, de développement, des valeurs, comme on dit le mot à la mode, des valeurs qui sont différentes. Donc, il ne serait pas bloqué par le Québec. Bon, je pense que ça ne sera pas demain matin, là. Mais si on revient au programme de M. Lévesque, M. Lévesque, pour lui, c'est la souveraineté association. Mais il me semble qu'il y a encore quelque chose là qui pourrait faire réfléchir. Et on pourrait peut-être se réconcilier avec cette idée de souveraineté association. Mais à défaut de quoi, je crois qu'il faut chercher, à redéfinir. Mais là, ça prend la collaboration du reste du Canada. Puis le reste du Canada ne bouge que s'il y a une menace. C'est là où on est un peu dans une impasse. Donc, je ne souhaite pas une menace, mais je suis presque obligé de souhaiter une crise quelconque qui ferait que tout le monde accepterait de rediscuter tout ça. Il y aurait intérêt pour tout le monde à rediscuter la situation au Canada. Et l'indépendance pure et dure, de toute façon, même M. Lévesque ne l'envisageait pas. Alors, il ne faut pas être plus catholique que le pape. Hein? Alors, il y a des modalités. Il y aurait eu des modalités, de toute façon, à convenir. Mais on est rendu là. Si c'est une crise qui pourrait réveiller tout le monde, à défaut d'une crise, on va convenir d'une chose. C'est que, sans parodier Jean Chrétien, je suis obligé de dire qu'on vit quand même dans un des plus beaux pays du monde. Alors, malgré tout, il reste que c'est vivable, mais ça pourrait être mieux. Et à très faible coût. C'est ça qui est un peu triste. C'est qu'à très faible coût, on pourrait faire mieux. Et beaucoup mieux. Merci, M. Bourgeois. Merci beaucoup.